3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitou, c'est avec nous ce soir, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Adrien. Bonsoir Alain. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et Xavier Deburen avec nous également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Un mot des enjeux de marché du moment. Donc bon, on l'a compris, cette semaine de baisse consécutive, c'est quand même assez rare pour être rappelé à nouveau. Les prix boursiers se sont ajustés, ce qui fait que les valorisations effectivement reviennent sans doute sur des niveaux un peu plus confortables. J'ai l'impression que la question suivante, Xavier, c'est celle des earnings, dans le fameux ratio PI, prix sur bénéfice, cours sur bénéfice. Les prix se sont ajustés. Est-ce que les earnings doivent également s'ajuster? Et la question prend une dimension particulière, sachant qu'on a eu quand même quelques gros avertissements venus un peu de nulle part la semaine dernière, concernant Walmart, Target, Cisco également, pour des raisons parfois différentes. Mais on a vu quand même une série d'avertissements importants qui interrogent peut-être pour la suite. Oui, c'est clair. Alors, il faut peut-être revenir un petit peu, essayer de comprendre pourquoi est-ce que les marchés baissent. C'est que on était d'abord dans un scénario de normalisation de la croissance mondiale. Ensuite, en début d'année, on est passé sur des craintes déflationnistes. Et aujourd'hui, on est sur des risques de récession. Donc, c'est ça ce que veut dire le marché quand il baisse. C'est qu'on a eu un changement des attentes qui a été vraiment chamboulé. Crainte inflationniste, Alors, c'était. Évidemment. Oui. Et là, on s'interroge sur est-ce qu'on n'est pas sur le passage d'un choc d'offre à un choc de demande. Ouais. Et ça, quand vous voyez les publications qu'on a eues sur le premier trimestre, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a eu effectivement des déceptions là où on ne les attendait pas forcément. Donc aujourd'hui, il est clair que quand vous regardez, il y a deux indicateurs qui sont assez corrélés à la révision des bénéfices par action. C'est d'un côté l'ISM manufacturier et l'IFO pour l'Europe. Et ça, quand vous regardez ces deux indicateurs-là qui sont en forte baisse, ça doit normalement, automatiquement, je dirais, entraîner des révisions à la baisse des bénéfices par action. Donc aujourd'hui, le consensus attend encore pour l'année 2022 aux États-Unis quasiment 10% de hausse des bénéfices par action. Donc on peut s'attendre, compte tenu des indications d'inflation, compte tenu du sentiment du consommateur américain, effectivement, des baisses du consensus des bénéfices par action américains à venir. Et également, pour l'Europe, on est encore à 7-8% de croissance des bénéfices par action. Et là, compte tenu de l'environnement particulier qu'on a en Europe avec bien sûr la guerre en Ukraine, l'envolée des prix de l'énergie qu'on ne retrouve pas dans les mêmes mesures bien sûr aux États-Unis. Là, il faut s'attendre également à avoir des révisions négatives des bénéfices par action pour l'année. Et est-ce que ça passera de 8 à 0%? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut s'attendre à un mouvement de correction. D'ailleurs, les bureaux de recherche ont déjà commencé. Alors, les analyses sont toujours un petit peu en retard par rapport au marché. Et ils ont déjà commencé à modifier leur prime de risque, à modifier le taux sans risque qu'ils prennent dans leur modèle de valorisation. Et on a commencé à voir dans certains secteurs, pas dans tous les secteurs, mais des révisions en baisse, et ça devrait continuer. Et ça implique quoi? Un risque toujours baissier pour les marchés actions, potentiellement, Xavier? Alors, le marché anticipe ces révisions. Comme je vous le disais, le consensus est souvent en retard par rapport à la réalité économique. On a vu, c'est vrai, certaines publications du premier trimestre où les managements ont commencé à réviser leurs perspectives pour l'année, d'autres peut-être à suspendre leur guidance plutôt moyen terme. Et tout l'enjeu de ces publications vont être de voir comment les entreprises arrivent encore à passer ces hausses de coûts qu'ils supportent dans des hausses de prix. Et donc, il faut, comme on l'a dit, s'attendre à des révisions. Maintenant, quel sera l'impact sur le marché? Il faut regarder. Alors, si vous faites un peu d'historique et qu'on reprend les bear markets depuis 1871, la baisse médiane, elle est d'environ 30% qui s'est étalée sur une durée de 21 mois.
D'accord. Et hors récession, on a des bear markets qui sont plus courts et moins profonds, puisque la moyenne est aux alentours de 22% pour une durée de un peu plus de 4 mois. D'accord. Et aujourd'hui, on a baissé de 20% et sur environ 4,5 mois. Donc, Donc on est à la croisée des chemins. Exactement. Soit il n'y a pas de récession et ça peut s'arrêter là. C'est un moment. Soit il y a un vrai risque de récession et c'est pas fini. Et c'est vrai qu'on voit certains stratégistes qui commencent à mettre en avant des niveaux de valorisation qui deviennent attractifs. Alors, c'est le retour, bien sûr, du stock picking, de la sélection de valeurs, où il va falloir privilégier ces entreprises qui ont cette capacité à avoir une bonne visibilité sur leur earnings et toujours cette capacité de pricing power. Adrien, oui, ça fait des mois, des trimestres qu'on met un focus important sur le pricing power, la capacité des entreprises à répercuter les hausses de prix. On rentre dans le vif du sujet. J'ai l'impression que les derniers mois, tout le monde trouvait du pricing power parce que pénurie, parce que choc d'offres, parce qu'en face, le consommateur est plutôt en bonne santé avec des chèques et du soutien budgétaire. Si ces effets s'estompent, on va commencer à voir qui a vraiment du pricing power et qui fait partie peut-être des passagers clandestins du pricing power. Oui, jusque-là, c'était facile, effectivement. Je pense qu'il y avait une prise de conscience généralisée de toutes les chaînes de valeur, qu'effectivement, il y avait des aléas et que pour compenser ces aléas, il fallait que toute la chaîne répercute progressivement des hausses de prix. Et là, oui, je pense qu'on rentre un peu plus dans le dur parce que la question de la demande commence à arriver et effectivement, cette capacité à répercuter les prix va être plus compliquée. Il y a des enjeux concurrentiels importants dans beaucoup d'industries où la capacité à amortir cette hausse des coûts par sa marge peut aussi garantir des gains de part de marché importants pour les années à venir. Donc oui, je pense que c'est important. Je pense que d'un point de vue calendaire aussi, on a peut-être sous-estimé dans la publication des premiers trimestres, qui étaient vraiment, dans l'ensemble, vraiment très bonnes sur la majorité des secteurs, des anticipations de ces hausses de coûts. Et donc, des volontés de restockage et des niveaux de croissance et des carrés de commandes qui étaient très élevés parce que les clients ont commencé à prendre peur sur l'inflation qui allait arriver sur le reste de l'année et donc à précommander leurs équipements ou les biens de consommation. Donc voilà, effectivement, le deuxième trimestre va être un élément important de réponse, en sachant qu'en plus, il y a dans cette période-là un sujet chinois qui s'est quand même quasiment mis à l'arrêt, qui d'un point de vue demande est extrêmement important, là aussi pour beaucoup d'industries, et qui vont clairement se voir dans le trimestre en cours. Donc oui, ça va être, la publication du deuxième trimestre va être assez difficile. Ce qui sera important de voir, c'est la réaction des marchés, justement. C'est est-ce que le marché sera déjà préparé à ce niveau de révision en baisse ou est-ce qu'on va encore devant des déceptions et des revues en baisse encore. Où est-ce qu'il y a le plus de risques selon vous, s'il faut se préparer à une saison de publication de résultats du T2, donc qui commencera début juillet, sur la deuxième quinzaine de juillet, si ça doit être une saison d'avertissement, où est-ce que vous voyez le plus de risques aujourd'hui, Adrien ? La consommation, je pense qu'on parlait tout à l'heure de Nation Vision, de Walmart, de Target. Oui, on sait bien que c'est là qu'est l'enjeu. C'est-à-dire le revenu des ménages est en train de se faire ponctionner par la hausse du prix de l'électricité, la hausse du carburant, et que les budgets pour la consommation industrielle sont sous pression. Je ne parle pas de l'inflation alimentaire qui, elle, va certainement encore durer. Donc c'est quoi concrètement, c'est l'automobile, le luxe, les loisirs, c'est tout ça qui est en jeu sur les prochains mois, Oui, sans doute. Alors, il y a des industries qui sont capables de s'adapter. Il y en a d'autres qui adressent des populations qui sont peut-être moins concernées là à court terme par ces sujets d'inflation ou qui ont assez d'épargne pour pouvoir vivre et pas changer leur rythme de vie et leur façon de vivre. Mais oui, bien évidemment, ce sont dans ces secteurs qu'on subira certainement le plus d'enjeux sur la demande. Après, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les chiffres ? Ça dépend des niveaux de rentabilité des entreprises affichées. Mais le secteur automobile qui a déjà des marges assez tendues, c'est évident que ça risque d'être un sujet compliqué. Vous rajoutez à ça les sujets de supply chain, les pénuries de semi-conducteurs qui, pour l'instant, ne voient pas encore vraiment d'amélioration. Ça fait beaucoup d'enjeux à gérer pour des industriels. Oui. Et sur la partie industrielle, effectivement, ce qui va être important, c'est est-ce que mon produit est substituable ou pas ? Vous notiez tout à l'heure, effectivement, la concurrence. Il y a des entreprises qui ont du pricing power parce que leurs produits ne sont pas substituables pour leurs clients, par exemple. Alors, soit ne sont pas substituables, soit bénéficient d'un effet réglementaire extrêmement important. On parlait tout à l'heure, je pense, du repower. Voilà, il y a des savoir-faire aujourd'hui qui sont en forte visibilité parce qu'on a des subventions, des incentives, des cadres réglementaires qui poussent au déploiement de ces solutions. Donc, dans ces industries-là, oui, gagner les parts de marché rapidement, c'est important, et montrer de la dynamique en termes de croissance, c'est aussi important. Donc, il y a des enjeux, effectivement, dans les industries où peut-être qu'à court terme, il faudra peut-être un peu sacrifier sa marge, mais pour des gains de parts de marché importants dans les semestres à venir. Alain, vos commentaires, et puis une question quand même, bear market ou pas, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est important, est-ce que ça change quelque chose ? Alors le coût des 20% sur la période récente, ça, je pense que c'est anecdotique. Par contre, je reprends l'idée de moment de croiser un peu des chemins. C'est-à-dire qu'en fait, la baisse, elle s'est construite, si on regarde techniquement comment elle s'est construite vraiment un peu comme dans les livres. C'est-à-dire que ça a commencé par les actifs risqués tôt.
On a vu le high yield, la dette émergente se dégrader en premier. Après, les emprunts un peu de meilleure qualité. Puis après, les emprunts d'État qui se sont aussi très fortement dégradés, avec en toile de fond des tensions sur les devises qu'on n'avait pas connues dans la période Covid. Donc ça s'est construit comme ça. Et puis ça a commencé aussi à toucher les actions, avec en premier les actifs les plus élevés, les plus chers. Je ne parle même pas des cryptos, mais je parle de la tech. Et en fait, on a construit tout ça et on est là aujourd'hui. C'est-à-dire on arrive à Apple, quoi. Non, mais voilà, c'est ça, on arrive à Apple, moins 20%. Voilà. C'est ça. Et on arrive à toutes ces boîtes qui sont de belles boîtes de bonne qualité, etc., qui traversent généralement, on l'a vu, même le luxe, qui traverse généralement plutôt les périodes même difficiles. Bon, là, ils ont quand même pris comme tout le monde. Donc là, on arrive à ce moment-là. Et je pense que, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, je suis assez en phase avec ça. Là, maintenant, je dirais que le risque, effectivement, c'est... le risque le plus important que je vois, c'est les banques centrales, avec ce qu'elles ont l'intention de faire, qui est peut-être un peu décalé par rapport à la solution, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un problème d'inflation, et... en bon bourrin, l'inflation, quand on veut la casser, on monte les taux, c'est pas compliqué. Le problème, c'est que là, l'inflation, c'est une drôle d'inflation quand même. C'est l'inflation sur l'énergie. Bon, ça peut se casser avec une petite tension sur les taux, ça peut se casser assez facilement. Par contre, l'inflation sur les matières premières agricoles, vous allez monter les taux, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre de l'huile sur le feu. Donc, sur un feu qui est quand même très, très dangereux dans une situation qui est quand même assez complexe dans plein de pays. Donc, ça, c'est quand même un risque. En plus, les tournées diplomatiques des uns et des autres pour aller mettre aussi un peu d'essence sur des endroits qui sont quand même déjà bien chauds. Je pense à la tournée en ce moment de Biden en Asie, qui commence à faire des gaffes, qu'on est en train d'essayer de compenser dans l'après-midi, dit des trucs le matin. L'après-midi, c'est non, il n'y a qu'une Chine. Mais enfin, on enverra des armes si vous intervenez. Enfin, un truc qui est quand même un peu bizarre. C'est parti sur Taïwan tout de suite. Oui, quoi. C'est ça, avec les Chinois qui disent on fait pas ça. Enfin, ça va pas, quoi. Donc, voilà, on est sur une période qui est quand même un peu difficile sur ce plan-là. Après, moi, je pense que on va se retrouver dans cette période un peu... Oui, s'il y a une inflation contre laquelle on peut lutter, il y a une inflation contre laquelle ça va être difficile je ne vois pas ce que fait une hausse des taux américains ou européens sur le prix du blé. Ça ne sert strictement à rien. Et c'est quand même ça le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de consommation des ménages. On entend que dans beaucoup de pays, les ménages ont commencé à réduire tout ce qui était un peu superflu avant d'attaquer le reste. Et puis ceux qui peuvent essaient d'épargner pour faire face à tout ça. Donc on a une situation qui n'est pas durable. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Donc ce sujet est quand même là. Si on reste sur un truc technique de marché habituel, quand les boîtes vont commencer à annoncer des résultats un peu moins bons, on va marquer le coup un petit peu, et puis ça sera, si les entreprises commencent à laisser penser qu'elles peuvent s'ajuster, que ça ne pose pas trop de problèmes, que les taux, c'est pas très grave, que l'approvisionnement commence à se régulariser, etc., bon, ça va. Donc on peut espérer que ce genre de choses finissent par... s'inverser, c'est-à-dire qu'on a anticipé, puis on réanticipe. Et moi, ce que je vois sur le plan technique, c'est qu'on est quand même tellement dégradé sur tout ce qui est dette émergente, AI, des compagnies. Moi, ce que je vois dans les allocataires, alors certainement pas quelque chose que je recommanderais pour du privé, mais des allocataires recommencent à faire un peu de dette émergente, un peu de AI, etc., parce que il faut marquer un peu ces niveaux-là. Ceux qui font des investissements programmés, ils n'arrêtent pas. Donc voilà. Bon, ça, c'est tout à fait jouable et tout à fait... possible en ce moment. Après, donc si on est dans cette situation d'anticipation, on reprend tranquillement, puis on reprendra par la tech en faisant le tri, quoi. C'est-à-dire que les boîtes de tech qui n'ont pas de résultats, qui se payent 300 fois le chiffre d'affaires, etc., elles vont pas rebondir tout de suite. Les belles boîtes qui ont continué dans la période récente à faire des résultats, il n'y a pas de problème. On repartira en sens inverse, en partant de la qualité jusqu'à comme d'habitude, ce qui est le moins qualitatif. Après, et vous évoquez ça dans les titres, et je finis là-dessus. Intéressant ces opérations de fusion. Oui, allons-y alors. Juste, alors Elior. Alors oui, de Richebourg-Elior, c'était la semaine dernière. Là, je comprends rien. Ça a surpris un peu tout le monde. Mieux. Non, c'était un bon coup finalement, parce que ils achètent quand même. Finalement, quand on regarde Elior, comment c'était il y a 2-3 ans et comment c'est aujourd'hui, c'est peut-être un bon coup d'acheter aujourd'hui. Bon, après, économiquement, je ne sais pas trop. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est sur la tech. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, les bonnes OPA, elles ont lieu au top des marchés, l'euphorie intégrale. On paye 300 fois, je refais un coup pour aller payer 350 fois et c'est super. Là, c'est quand même un moment donné où tout a baissé.
avec une intégration qui est intéressante. C'est le cloud. Moi, c'est quelque chose dans lequel... Donc là, c'est l'idée Broadcom VMware, Ouais, c'est c'est pas ça. confirmé. C'est une rumeur d'intérêt, mais le marché joue l'idée 17% de hausse, il a quand même... Oui, ça réfléchit un peu. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on va des semi-conducteurs au cloud. C'est ça. Et le cloud qui est quand même, je crois, une manière aussi de contrer la problématique d'inflation pour la part des entreprises qui vont essayer de réduire leurs coûts de toutes les manières. Et ça, c'est plutôt une bonne idée d'aller sur le cloud. Maintenant, ce que j'ai vu sur VMware, c'est quand même une entreprise qui est un peu techniquement datée et qui pourrait quand même être un peu un frein pour la suite, ce qui explique aussi le rachat à ce moment-là. Ouais. Bon, donc c'est intéressant. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais en tout cas, c'est une opération qui peut être intéressante à regarder à ce moment de marché où on peut se dire, sur un horizon 4-5 ans, c'est peut-être pas une mauvaise idée, sachant qu'il va falloir resserrer les boulons, parce que c'est une entreprise qui est... techniquement un peu en difficulté par rapport à ses pairs. Mais un industriel, en tout cas, voit de la valeur chez VMware. Tout à fait. Donc peut-être un bon signe dans la période un peu de trouble qu'on vit en ce moment. Bon, bah tiens, allons-y quand même sur la série des deals qui marquent la journée ou les jours précédents. Donc Broadcom VMware, c'est une rumeur d'intérêt, effectivement. Le vrai deal réel aujourd'hui, c'est Siemens Energy qui rachète donc sa filiale renouvelable éolienne Gamesa, qui est cotée en Espagne. Pourquoi cette opération ? Il faut peut-être l'expliquer. Et d'ailleurs, on se dit, je ne sais pas, en première intention, tiens, c'est dommage. On a un fabricant européen d'éoliennes. On est en train d'essayer d'accélérer sur la transition en essayant de se rendre moins dépendant de l'énergie fossile russe. Tiens, c'est un bon véhicule coté. On va essayer de le garder en bourse. Non, visiblement, c'est pas possible. Déjà, de la part de Siemens, il répare une incohérence stratégique qu'ils ont fait au moment du split du groupe Siemens, c'est-à-dire qu'il y avait deux groupes, deux filiales de Siemens cotées qui évoluaient sur les mêmes marchés, donc sur lesquels il n'y avait pas forcément de synergie, etc. Donc je pense que c'est déjà un premier point. Quand on voit la destruction de valeur qu'ont subi les actionnaires de Gamesa malgré la prime qui est payée aujourd'hui, bon, voilà, déjà on répare, je pense, une erreur stratégique. Et puis après, c'est sûr que de la part de Siemens Energy, ils achètent à bon compte des actifs qui vont pouvoir intégrer, sur lesquels ils vont pouvoir mettre des synergies. L'enjeu sera pour les actionnaires de Siemens Energy, ils déboursent 4 milliards d'euros, savoir s'il y aura cette fois-ci une création de valeur. Mais fondamentalement, ça veut quand même dire qu'il y a des actifs aujourd'hui qui cotés dans le marché, qui ont subi des baisses très importantes de leur cours, et que si vous avez un horizon d'investissement de type industriel, c'est-à-dire qui dépasse une année, 2 années, et qui est vraiment sur des plans de développement stratégique, on en parlera sur cet enjeu de transition énergétique, il est clair qu'aujourd'hui, il y a des affaires à faire. Voilà, si vous avez le temps, si vous avez les moyens de le faire, vous pouvez acheter, faire des opérations de M&A pour acheter des actifs qui en valent l'appel et qui structurellement, malgré l'environnement aujourd'hui, on pourra en parler sur la difficulté sur le renouvelable qui est très dépendant des niveaux de financement et donc de la hausse des taux. Malgré cela, ils se disent qu'il y a une bonne opportunité à saisir. Donc effectivement, voir le côté industriel de ce genre d'opération, c'est quand même plutôt rassurant sur le long terme. Tout est une question d'horizon de temps d'investissement et les rapprochements qu'on voit dans la tech. Il y a eu des rumeurs aussi pour des rapprochements avec Electronic Arts qui cherche là aussi quelqu'un pour fusionner. Voilà, ça c'est des stratégies, des décisions stratégiques, des moves stratégiques qui sont... pour ceux qui en ont les moyens, c'est le bon moment effectivement peut-être pour construire à nouveau des positions, des parts de marché, etc. On est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont raisonnables. Alors il y a encore, et c'est pour ça qu'il faut être très sélectif, il y a encore des valeurs qui se payent bien trop cher par rapport à leurs fondamentaux. Et aujourd'hui, on a d'autres entreprises de qualité qui sont pénalisées par la guerre en Ukraine, qui sont pénalisées par la hausse des prix de l'énergie. Si vous êtes un industriel et que vous voulez consolider votre marché, reprendre des parts de marché, ça peut être l'occasion. Peut-être que si vous croyez que l'inflation ne sera pas durable à ces niveaux-là, etc., c'est peut-être le moment de faire ces courses. Pourquoi ça ne marchait pas, Gamesa en bourse, Adrien ?
L'horizon d'investissement, je pense que c'est exactement ça. C'est une entreprise qui signe des contrats pour les 4-5 prochaines années, mais qui, là, subit temporairement l'inflation des coûts et qui ne les répercute pas puisqu'elle a signé déjà ses contrats. Donc, elle a des marges négatives. Je crois que cette année, elle va être en marge opérationnelle négative. Ils ont fait 3 warnings successifs pour ajuster justement. Toutes ces hausses de prix, de composants, de matériaux, d'intrants qui n'arrivent pas à répercuter puisqu'ils ont déjà signé leur prix de vente dans 3-4 ans. Donc oui, c'est une industrie à temps très très long. Et est-ce qu'elle avait sa place en bourse? Peut-être que la réponse était non. Ils ont un concurrent qui est coté au Danemark, Vestas, qui est le plus grand fabricant d'éoliennes au monde et qui a un peu les mêmes sujets, qui est sous pression en termes de marge, alors qu'il n'est pas encore en négatif parce qu'ils partent d'un point un petit peu plus haut et qu'ils ont une rentabilité, une masse un peu plus importante. Mais dans l'ensemble, où ce sont des métiers à temps tellement long que là, à l'instant T, la rentabilité est extrêmement sous pression. Mais c'est des sujets qu'on peut se poser sur plein d'entreprises qui sont aujourd'hui en bourse et qui ont des questions de visibilité sur leur rentabilité à court et moyen terme. Enfin, voilà, il y a des sujets sur Alstom, il y a des sujets sur plein d'industries où en fait les temps industriels sont tellement longs que... Oui, sauf que là, on se dit qu'il y a quand même un boulevard pour ces boîtes-là dans la transition avec les programmes européens. On va en parler et... la bourse n'est pas faite pour accueillir ce genre d'entreprise. Dans le contexte actuel, avec ces sujets d'inflation et de taux, la capacité à se projeter sur un temps long, c'est pas l'objectif des marchés à court terme, ça c'est sûr. Et après, il y a quand même des enjeux de compétition internationale sur ces industries. La Chine et les États-Unis, chacun de leur côté, sont en train d'essayer de créer des écosystèmes, des entreprises, des hubs d'innovation sur ces sujets. Donc, est-ce que les acteurs européens, dans 5 à 10 ans, auront les parts de marché qu'ils ont aujourd'hui? Ça, c'est pas sûr. Donc, il y a aussi un besoin d'investissement continu en R&D pour ces acteurs. Et quand on a déjà des marges qui sont sous pression, si on va rajouter en plus de la R&D à court et moyen terme, ça pèse encore. Donc c'est vraiment une notion de temps long qui est nécessaire et c'est peut-être mieux effectivement au sein d'un giron d'un groupe qui a moins de sujets de financement ou les capacités à supporter ses efforts de R&D sans trop pénaliser sa rentabilité. C'est dommage quand même de se dire que, je sais pas, le renouvelable, le temps du renouvelable, les horizons de temps du renouvelable sont pas adaptés à la bourse qu'offre quand même... un accès au marché de capitaux fabuleux. C'est intéressant, c'est un mouvement souvent de va-et-vient. Iberdrola et Renovables, c'était coté il y a 10 ans. Iberdrola avait fait une OPA sur les minoritaires d'Iberdrola Renovables en 2012. À un prix qui était 10% au-dessus du prix, avec un titre qui avait été sous pression pendant 4-5 ans. Aujourd'hui, ça représente le cœur du projet industriel d'Iberdrola, je comprends. Transition écologique énergétique, EDF capitalisé là-dessus. Avec Énergie Nouvelle. Donc, voilà, c'est des mouvements de va-et-vient. Effectivement, le constat, c'est que est-ce qu'il y a un marché pour ces actifs à duration très longue? C'est une question. Bon, Alain. Rien de plus. Non. Ouais. La bourse, oui, il y a ce sujet de performance à très court terme, et puis tout le monde tout le monde court après une performance versus un indice. Donc, si vous êtes vraiment pur sur ces thématiques-là, bon. Mais les clients, c'est pareil. Quand vous faites moins 30 en absolu. Ça va une fois, mais pas trop souvent. Surtout quand, pendant ce temps-là, le reste des indices fait 0 ou positif, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et alors, quand vous surinvestissez dans cette partie-là par rapport à des indices blend qui font un peu la moyenne de tout, pareil. Donc, ça vous pénalise. Donc, vous ne pouvez pas rester éternellement avec ce genre de truc. L'investissement responsable, il y a un investissement dedans. Il faut gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Mais c'est la question. Est-ce qu'il y a un sujet de rentabilité? Ou est-ce que ces boîtes-là, il faut accepter qu'elles ne fassent pas autant de rentabilité que ce qu'on imaginait? Parce qu'il y a quand même du levier financier. C'est quand même aussi des projets très financiers au-delà de l'expertise industrielle, de la fabrication d'éoliennes, etc. C'est pour ça qu'on voit parfois des groupes non cotés racheter ce genre de choses et ils trouvent énormément de capitaux parce qu'à côté de ça, vous avez des fonds de pension, vous avez des très grands fonds, des grands family office et compagnie, ou les assureurs qui adorent ce genre de projet parce que vous les mettez à 100 dans un coin et puis ça rapportera dans 4-5 ans, ça va très bien. Et la bourse n'est pas tout à fait adaptée à ça. Mais dans bien des cas, moi c'est un truc c'est la liquidité, parce qu'on pourrait aussi évoquer, moi j'évoquais tout à l'heure le côté positif où ça repart, le côté négatif c'est qu'à un moment donné, on commence à avoir des problèmes de liquidité dans le spectre dette émergente. Il y a quand même des cartons à droite à gauche. Bon, la Russie c'en est un, le Sri Lanka, il y a quand même des endroits comme ça qui commencent à être un peu quand même bizarres. Et si on a des problèmes de liquidité, là, la bourse a horreur de ça. C'est-à-dire que small mid, ça n'aime pas du tout les petites et moyennes valeurs, ça n'aime pas du tout les problèmes de liquidité. La liquidité peut disparaître on l'a déjà en un claquement de doigts, bien un sûr. paquet de fois. Donc ça pourrait être le driver. Puis alors en plus, si vous montez un petit peu les taux à ce moment-là, donc vous voyez, c'est l'inadéquation de besoin de cash et de liquidité que vous avez au quotidien versus des moments où tout ça s'est bloqué. Donc ça explique aussi
aussi ce genre de comportement, c'est retirer de la cote et puis le mettre en private equity quelque part, et c'est très bien, quoi. Bon, encore, c'est pas le cas de Gamesa, mais... À propos, non, pour l'instant, ça va chez Siemens Energy. C'est Albioma, effectivement, qui est parti dans le private equity avec KKR. Sur la stratégie européenne énergétique, de souveraineté énergétique et de transition énergétique, comment vous lisez alors les détails Repower, du programme Repower, conseil des chefs d'État et de gouvernement à la fin du mois de mai pour valider effectivement cette nouvelle stratégie. Il y a du charbon dans Repower. Oui, alors ça c'est un truc, si vous voulez, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est dans une logique qu'on ne peut pas contester, c'est-à-dire de vouloir être de nouveau souverain, bon c'est très bien, mais ça passe par, et c'est toute la complexité, ça passe par des choses qui sont assez difficilement compréhensibles. C'est, on se diversifie surtout pendant un moment donné, mais au fait il y a du charbon, bon ça fait bizarre. On a besoin d'une financiarisation des crédits carbone et on en émet, alors je ne sais plus combien, c'est 4 milliards. Pour 20 milliards. Pour 20 milliards. Non, ils vont en vendre pour 20 milliards. Bon, c'est très bien, mais moi je trouve que ça fait courir aussi un risque sur ce marché-là, qui est quand même un marché qui est quand même un peu spécial quand même. C'est des marchés de gré à gré, très peu liquides, drivés par la politique. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vraiment construire des produits financiers sur ce genre de choses. Là, on se retrouve un marché qui est passé de 25 à 115, retour à 80 en quelques semaines. Enfin, tout ça, c'est pas très bon, quoi. Par contre, il y a des idées que je trouve excellentes. Moi, l'idée de dire sobriété, ça, oui. Les amis, il va falloir qu'on y vienne. Et vaut mieux y venir de manière ordonnée et organisée que suite à un choc externe qu'on n'aura pas maîtrisé, qui là serait dramatique. Donc organisons-nous pour mettre ça en ordre de manière intéressante. Maintenant, ces projets-là à 27, c'est quand même un peu le cirque, quoi. Oui, c'est des paquebots, quoi. Mais on voit bien les limites qu'on touche. Donc, c'était cité par le Financial Times sur le programme Repower EU. Donc, Frans Timmermans, le commissaire européen en charge de l'application de ce programme Repower EU, interrogé pour savoir si le programme est compatible avec le Green Deal européen qui vise à décarboner l'économie, il a au moins le mérite de sa franchise dans la réponse. We have no choice. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est d'abord la fin du mois avant la fin du monde. Exactement, c'est une très bonne formulation, mais oui, on a un enjeu court terme qui est d'être au maximum indépendant de la Russie en approvisionnement en gaz et certainement en pétrole pour l'hiver prochain. Donc oui, on cherche d'autres sources. Dans le même exemple, est-ce que acheter du gaz au Qatar aujourd'hui, c'est plus vertueux et plus responsable que d'acheter du gaz à la Russie? Le débat ou du LNG fait avec le schiste américain. Le débat est tout à fait ouvert. Les chars qataris sont plus loin de l'Europe que les chars russes, si je peux me permettre cette petite remarque. Voilà. Donc oui, bien sûr que ça pose plein de questions. Après, je pense que moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est effectivement toute la notion sur la sobriété, l'encouragement de certaines technologies. On parle beaucoup des pompes à chaleur, on parle encore c'est pas une capitulation. Non, il y a un côté pragmatique dans ce plan qui est nécessaire, et puis il y a quand même un côté de long terme qui est quand même assez intéressant. Une prise de conscience. Il va falloir se mettre d'accord, je suis d'accord. Le Green New Deal, il date de 2018. On a eu le Fit for 55 il y a 1 an et demi. Les premières enveloppes d'investissement, on les a quasiment toujours pas vues. À côté, on a un plan quinquennal chinois qui est déjà en train de se déployer et qui investit énormément dans toutes ces innovations. Le Build Back Better qui va certainement repasser sous certaines formes, en tout cas autour des midterm elections, ou en tout cas il y aura un débat là-dessus. Oui, il ne faut pas qu'on tarde. On a été les premiers, mais on prend un peu de retard. Oui, clairement. Ouais. Et là, le conflit nous a bien mis sous le nez le fait qu'il ne fallait pas qu'on traîne. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un élément positif de prise de conscience et d'accélération des sujets. Après, est-ce qu'on va réussir à déployer tout ça? Ça, c'est une bonne question. Mais... C'est un cadre important quand même pour l'investisseur, j'imagine, ces grandes stratégies européennes, puisqu'on est maintenant dans la ça donne de la visibilité. Oui, voilà, la planification, l'idée quand même du poids de l'État partout. Il n'y a plus des banques centrales, il faut quand même qu'il y ait des acteurs un peu repères, capables de déployer des visions stratégiques. C'est sûr que ça, c'est un changement structurel avec un renforcement accéléré, on l'a dit, des souverainetés économiques, stratégiques. Et aujourd'hui, à l'échelle du monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, il y a vraiment une course en avant pour
se renforcer dans toutes ces souverainetés industrielles et autres. Et puis d'ailleurs, ça avait commencé lors de la crise sanitaire, où on avait vu les telles dépendances qu'on avait avec le reste du monde, notamment avec la Chine. Bien sûr. Et voilà, les gouvernements, l'Union européenne a mis un engrenage pour accélérer, que ce soit aussi bien du côté de la défense, aussi bien du côté technologique, quand on voit la volonté de la Chine de vouloir être indépendante en termes de production de semi-conducteurs. Il y a des investissements énormes qui sont faits en Chine, qui sont aussi bien faits aux États-Unis de la même façon. Donc, pour jouer justement ces tendances de souveraineté qui sont en train de s'accélérer, qui sont en train de se mettre en place, il y a sur le marché européen aujourd'hui des acteurs très intéressants qui vont en bénéficier soit parce qu'ils sont directement concernés par ces programmes de souveraineté en Europe ou par transversalité. Dans la défense, il y a évidemment Rheinmetall, Hensoldt qui sont sur la production d'armement, puisque la volonté est d'augmenter les budgets de défense en Europe. Vous avez Airbus, Thales qui sont assez bien positionnés. D'un point de vue technologique, on pense évidemment à ASML, 100% de part de marché. Donc quand la Chine veut être indépendante dans sa production de semi-conducteurs, quand les États-Unis veulent également gagner en indépendance, c'est clairement un gagnant affiché, que ce soit SMI, STM dans la même façon. D'un point de vue industriel, on peut citer Schneider qui aide les entreprises à leur transition énergétique en apportant des solutions digitales, etc. Et ça, c'est très transversal, mais ils vont en profiter. Mersenne, on évoquait la partie développement du solaire, elle en profite, et c'est un biais, on l'a évoqué en Europe. Sur l'énergie, le GNL, des sociétés comme GTT, comme Technip Énergie, on voit bien que là aussi, dans cette transition, dans cette volonté de souveraineté, d'indépendance énergétique, c'est des acteurs qui vont en profiter. Et puis également sur la partie agricole, alimentaire, des sociétés comme CNH Industriel, John Deere, mais aussi Virbac dans les vaccins animaux. C'est des enjeux qui sont vraiment et là, on parle de méga tendances. C'est pas quelques vents contraires qui remettent en cause. C'est des méga tendances. Il y a des engagements qui sont pris avec des investissements qui sont très importants. Donc voilà. En stock picking, en sélection de valeur, bien sûr. On peut trouver des acteurs qui vont profiter de façon structurelle sur ces évolutions économiques et stratégiques. À propos de... Oui, juste moi je pense qu'il y a un point dans tout ça, c'est qu'on l'a vu avec la crise Covid, c'est le retour de l'État dans le drive, dans le policy mix. Et ça, donc c'était déjà la première chose. Puis on se demandait, je me souviens de discussions qu'on avait pu avoir en se disant, mais comment on sort de ça? Puis on voit que la crise qui arrive maintenant fait que c'est pas qu'on sort de ça, c'est que ça va encore plus loin. Et avec tous les problèmes que ça peut poser de capacité des États à gérer sur des éléments politiques, enfin on le voit, Trump et puis maintenant Biden, c'est plus tout à fait la même chose, etc. Sur des gens qui affichent quand même des choses avec des horizons 10 ou 15 ans. Et c'est là, je rebondis sur l'idée des valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir trouver, parce que les marchés, ils vont être sous pression de tout ça. C'est-à-dire que l'État qui décide de faire un investissement sur quelque chose, il ne faut pas oublier la contrepartie de ça. C'est que la contrepartie, c'est qu'ils vont mettre de la fiscalité massive sur d'autres éléments. Donc, vous êtes parti sur un méga trend, mais vous faites cisailler par un truc de fiscalité quelconque qui vient. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on avait omis pendant un moment. Vous vous rappelez, il y a des moments, les stock pickers, ils vous disaient, bon, moi, ce que fait l'État, c'est pas très grave. Et que les entreprises qui vont profiter de Repower EU, elles pourront pas afficher de trop gros profits. Oui, probablement. Puis, on le voit. Si elles ont profité d'investissements publics, de public-privé, etc. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que par rapport au moment où on voit tous les intervenants, moi j'adore écouter les stock pickers parce que c'est vrai qu'ils racontent des histoires d'entreprise, c'est génial. C'est quand même le truc le plus marrant. C'est pour ça qu'on fait ce métier quand même. Mais au moment donné, on pouvait s'abstraire de toutes les considérations politiques, etc. Mais là, c'est fini. C'est-à-dire que là, maintenant, quand vous faites la valeur machin, il faut penser, est-ce que fiscalement, ils ne vont pas se faire rattraper par la patrouille à un moment donné? Est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier de tendances longues? Est-ce qu'on ne va pas les retirer de la cote? Parce que l'eau, l'énergie, tous ces trucs-là, à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce que ces trucs-là, ça doit être coté, quoi? Si c'est souverain, ça doit être nationalisé et c'est plus dans les marchés cotés. Et violemment. Oui. Voire spolier, quoi. Vous voyez, ce truc suivant les États. Donc, bien, c'est le théorème Pitous, ça. Oui. Non, mais si, c'est vrai. Il faut se. Oui, exactement. Non, mais
ça change complètement des 10, 15, 20 dernières années qu'on a vécues. C'est plus du tout le même capitalisme, pour dire les choses. Il a fait ses preuves, le capitalisme, mais à un moment donné, pour gérer les problèmes de l'humanité à long terme, c'est pas évident, quoi. Oui, il va falloir accepter moins de rentabilité. Il va y avoir forcément des taxes d'opportunité. Ça a déjà commencé, là, sur tout le secteur utilities et de partout. Draghi en Italie, qui est quand même pas le moins bon des économistes, il y va aussi. Il va chercher l'argent là où il est. Bien sûr. Ouais. Mais rappelez-vous, il y a 1 an et demi, on disait en État, tiens, en Chine, c'est bizarre, le régulateur, il revient aussi mettre des taxes et imposer les monopoles, les entreprises qui étaient trop margées. Le modèle chinois. Oui, la volonté de redistribution, je ne sais pas comment il s'appelle. La prospérité commune. Exactement. C'est peut-être ce qui nous attend tous, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté de redistribution et d'investir efficacement. Et ces entreprises qui font peut-être trop de profits sur des thématiques trop longues, il faut qu'en tout cas qu'elles montrent qu'elles fassent des efforts d'investissement pour ces sujets. Donc un investissement de plus en plus politisé. Il nous reste quelques minutes. Dans les sujets de dépendance, là, il y a la question de la dépendance évidemment aux fossiles, aux hydrocarbures russes. Il y a la question de la dépendance aux chaînes de production chinoises, à la manufacture chinoise. Si demain on a des petits sujets avec la Chine qui font que les relations sont un peu différentes, pour dire les choses, un groupe comme Apple qui produit 90% de ses produits en Chine est en train de se poser des questions assez lourdes. 90% de dépendance à la manufacture chinoise, c'est beaucoup trop important pour un groupe comme Apple. Bien sûr, mais vous pouvez le voir même dans le REPowerEU, on est en train d'essayer de sortir de notre dépendance à la Chine et à la Russie. En fait, on est en train de se créer une autre dépendance à la Chine. En basculant notre modèle de combustion thermique vers de l'électrique, on va vers des composants, des matériaux qui sont maîtrisés principalement par la Chine. Donc oui, le sujet chinois prend de plus en plus d'ampleur dans les discussions d'évolution stratégique et de plan stratégique de beaucoup d'entreprises qui souhaitent investir. Et c'est pas étonnant que le chiffon taïwanais soit agité par la diplomatie chinoise maintenant depuis 6 mois et que du côté américain on se pose des questions parce qu'effectivement si la Chine met la main, je sais pas comment en tout cas, augmente son influence sur Taïwan et regarde l'enjeu stratégique que ça a sur la production de semi-conducteurs mondiaux et sur d'autres composants, c'est un. Et nous entre-temps le risque c'est qu'on ait remplacé une dépendance par une autre. Exactement. C'est ça. Inversement, les Chinois sont dépendants de nous aussi. Donc pour le moment, ils ne peuvent pas se passer de nous. Ils ne peuvent pas se passer de ce client. Du consommateur américain. Et du consommateur européen. Donc, moi, je comprends Apple, mais c'est même incroyable que Apple se soit mis dans cette situation-là. C'est quand même un truc qui fait se poser des questions sur le management d'Apple. Parce qu'il n'y a pas plus efficace qu'une manufacture en Chine ou à Taïwan aujourd'hui. Oui, mais à 90%. Mais d'accord, mais 90%. Enfin, à un moment donné, c'est quand même un truc. Ils décident du jour au lendemain, les Chinois décident du jour au lendemain que ça se fait plus comme ça. Quand tout ça a été construit, c'était pas l'idée qu'on se faisait de la Chine, Alain, quand même. Je sais bien. C'était l'ouverture permanente, technologique, financière, etc. Mais moi surtout je pense qu'on se méprend sur le côté la Chine a besoin de nous, c'est un bassin de consommateurs qui est beaucoup plus important que le nôtre, ils ont un marché adressable et l'influence qu'ils prennent en Asie pour le moment, oui, mais je pense que ça il faut peut-être le voir un peu différemment. C'est pour ça que Apple s'en va, je pense. Pour l'instant le consommateur chinois a du mal à se substituer au consommateur occidental. Oui, il le fait progressivement, en tout cas les incentives sont faits pour que ça bascule. La stratégie économique de la Chine, elle a basculé sur son marché intérieur. Oui, mais on voit que cette bascule, elle a toujours du mal à se faire, crise après crise. On voit bien qu'ils ne sont pas au rendez-vous de ce nouveau modèle économique de consommation. C'est sûr. Apple qui change ses chaînes de valeur, enfin, je veux dire, c'est massif, j'imagine quand même. Ça a des répercussions mondiales, ce genre de. Enfin, là aussi, c'est des Wall Street Journal qui raconte cette histoire aujourd'hui. Mais si Apple va produire plus en Inde, plus au Vietnam, plus je ne sais où demain, ça veut dire quoi? Il y a une myriade de sous-traitants qui vont devoir suivre, d'autres grands groupes industriels qui vont embrayer. C'est tout l'enjeu déjà. Il faut avoir les capacités d'investissement, de pouvoir rebasculer de telles capacités de production qu'on a. C'est beaucoup de capex derrière, j'imagine. C'est énorme. Donc, mais ça remet en cause je dirais le double sourcing et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à force d'être devenu tellement puissant, et on le voit bien, Apple est, je dirais, à la base de la crise des semi-conducteurs qu'on a aujourd'hui. C'est que le poids d'Apple, qui représente quasiment un quart des volumes qui sont fabriqués et donc vendus par les grands fondeurs à travers le monde, vous pouvez rien refuser à un client comme Apple. Donc voilà, c'est effectivement un sujet où tout le monde se réveille en disant oula, il y a effectivement un problème.
Aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont beau décider de dire qu'ils vont sortir de Chine. Maintenant, on attend de voir la feuille de route. C'est des considérations ESG aussi. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps, mais moi je trouve on met Apple là aujourd'hui sur le devant de la scène, mais enfin le sujet des batteries électriques nous a déjà réveillé au sujet il y a 2-3 ans, quand l'Europe a décidé il nous faut un Airbus de la batterie en Europe. Ben oui, c'est le même sujet. Et dans le Build Back Better, il y a des enveloppes qui sont dédiées à la relocalisation des industries clés, comme les semi-conducteurs, comme la production de batteries électriques. Donc oui, là on l'a sous le nez, mais c'est un sujet qui à mon avis, assez stratégique depuis... Il y a des choses positives là-dedans. C'est qu'on voit des constructeurs automobiles, notamment BMW, etc., qui proposent des solutions de batteries différentes, qui sont moins dépendantes des terres rares, etc. Donc il faut voir aussi le bon côté des choses. C'est qu'on remet l'innovation au cœur de ces stratégies. Et ça... en Europe, on a su innover, on sait encore innover, et là, je pense qu'on va avoir des solutions différenciantes, plus européennes, plus européennes, et qui vont permettre justement de toujours avoir en tête c'est l'innovation plus ces sujets géopolitiques d'interdépendance dont on va tenir compte. Puis il y a des considérations ESG aussi dans tout ça, c'est-à-dire que Apple ne pouvait pas se prendre le risque de se retrouver sous pression. Locale pour des problèmes, américaines, vous faites travailler des gens qui travaillent de force, quoi. Donc oui, si ça compte à la fin. Le risque de controverse pour Apple en Chine. À la fin, ça compte. Bon. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Les 3 invités de Planète Marché avec nous ce soir. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Xavier de Buren, directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion, et Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarine Gestion.